Eh bien, bonjour à tous, à l'heure comme d'habitude avec le groupe Chorus. Merci à la logistique, à Mathilde et Emma aux manettes, et encore merci au groupe Chorus pour l'initiative de ces webinaires. Aujourd'hui, ensemble, nous allons vivre un webinaire sur la partie APS du groupe Nacéol avec remettre mon corps en mouvement autrement. Alors, particularité de cet après-midi ensemble, nous allons effectivement pratiquer une activité sportive. Donc, je vous demanderai de vous préparer psychologiquement et également de préparer une petite bouteille d'eau afin d'être parfaitement hydraté tout au cours de cette séance. Alors, si vous le permettez, je vais prendre un petit moment de présentation en ce qui me concerne en tant que personne. Donc, je suis Fred Pascalin, j'ai 54 ans. Je suis actuellement directeur sportif du club Gym Lyon Métropole. C'est un club de gymnastique qui regroupe 1800 licenciés et je suis entraîneur du secteur performance sur le même club depuis maintenant 30 ans. J'interviens depuis plus de 20 ans sur le circuit international en rock acrobatique, une autre de mes passions, en qualité d'entraîneur haut niveau et également consultant international sur la performance. Et il y a 8 ans, j'ai été recruté en qualité de préparateur physique avec USA Synchro sur les filières de détection et de formation des nageuses en natation synchronisée des équipes nationales américaines. J'ai suivi un double cursus universitaire, l'un en maîtrise de psychologie clinique à l'Université Lumière Lyon 2, et puis plus tard, j'ai repris un cycle universitaire avec un master entraînement à l'Université Lyon 1, et je suis également titulaire d'un brevet d'état du 2e degré en gymnastique. Enfin, sur le côté expérience professionnelle, j'ai eu la chance de côtoyer d'autres univers, ayant été particulièrement partner casting avec Franco Dragon, les premiers recrutements notamment pour le Rêve et le Cirque du Soleil, et de toujours être en contact avec le monde universitaire, notamment avec les universités de Moscou et Saint-Pétersbourg, pour échanger sur la notion d'efficience du mouvement pour la partie biomécanique. C'est d'ailleurs en rentrant d'un séminaire de Moscou que j'ai rencontré Olivier Mayer, fondateur de Nacéol, et il est devenu évident que nous serions amenés à travailler ensemble. J'ai rejoint il y a 4 ans le comité scientifique de Nacéol, piloté par le docteur Étienne Varland, que vous avez rencontré lors du dernier séminaire. C'était le premier de l'équipe de Nacéol, notamment sur l'immunité, en qualité d'expert pour la partie donc APS et plus particulièrement sur la partie recherche. Je travaille à l'élaboration d'un appareil au service à la fois du diagnostic postural et dédié à la préparation physique, mais également au service de la réthétisation, en collaboration avec l'ensemble des experts des 4 piliers qui ont échangé avec vous lors des précédents webinaires. Aussi, la mise en œuvre du mouvement est intimement liée à l'intrication des 4 piliers, comme vous pouvez le voir sur les diapositives. Au cours de cette intervention, nous comprendrons mieux ce qui nous définit en termes d'individus comme uniques et en termes d'espèces comme groupe. Alors, permettez-moi maintenant de vous faire la présentation des moments d'échange que nous allons avoir ensemble. Donc, une première partie avec une définition, évidemment, la mise en œuvre, puisque c'est mon métier par excellence de faire bouger les gens. Comment appréhender le mouvement? Donc, on essaiera d'aborder un petit peu les qualités physiques essentielles, et notamment nous assisterons sur la qualité de force et la qualité de souplesse. Vous sachiez un petit peu de quoi il est question. Les muscles, rappeler un petit peu comment tout ça fonctionne, donc mieux comprendre vos moteurs de mouvement. Et enfin, une filière que nous allions aborder, mais succinctement, puisqu'elle va être très rapidement explicitée au cours des différentes questions que vous aurez amené à me poser. Alors, si vous le permettez, on va commencer avec cette définition du mouvement. Donc, c'est très simple d'expliquer ce que c'est que le mouvement dans le domaine de la mécanique. C'est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace, nommé référentiel, et à un moment déterminé. C'est la définition par excellence. Donc, à partir de cette définition simple, je vous invite maintenant à déterminer ce moment pour vous préparer à vous mettre tout simplement en mouvement. Donc, cet exercice a pour but de vous impliquer dans des mouvements simples que vous allez exécuter de manière volontaire en essayant d'identifier vos propres limites de réalisation. J'insiste sur vos propres limites de réalisation, c'est très individuel.
et d'essayer d'amener en pleine conscience des corrections en identifiant les groupes musculaires sollicités, votre mobilité articulaire, votre posture, rappelez-vous le dernier séminaire avec Alexandre, notre expert, votre équilibre, votre respiration, associez bien ce travail de respiration, ce que vous aviez fait sur la cohérence cardiaque avec Samuel, là, et être sensible à l'augmentation progressive de votre rythme cardiaque. Aussi, avant de commencer cette série d'exercices, vous allez y avoir donc 3 différentes séries d'exercices. Assurez-vous que rien autour de vous ne vienne gêner le mouvement pour pouvoir bouger librement et en toute sécurité. Alors, pour la première série d'exercices, je vais vous demander tout simplement de vous mettre en chaussettes, d'enlever vos chaussures, ou pieds nus, si vous le souhaitez. Et puis, d'utiliser votre chaise, si vous êtes actuellement sur votre lieu de travail, ou prendre une chaise, tout simplement. Et nous allons pouvoir débuter. Alors, n'oubliez pas, avant tout début d'activité, pensez à vous hydrater. Alors ça, c'est important. Vous vous souvenez certainement des recommandations de Valentin, notre diététicien nutritionniste. Donc, obligation de vous hydrater avant de commencer cette séance, s'il vous plaît. On va pouvoir tout de suite commencer. Pour nous accompagner pour cette séance sur le mouvement autrement, Blandine. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce webinaire avec le groupe Chorus. Cette position n'est pas tout à fait adéquate, il me semble-t-il. Alors, on va reprendre une position assise cohérente en restant sur notre chaise. Alors, je vais simplement vous demander d'être en chaussettes ou pieds nus afin de ressentir pleinement l'exercice. Donc, adoptez la position que vient de prendre Blandine sur cette chaise. Dos plat, vous dégagez votre tête et nous allons tout simplement décoller nos talons du sol en appuyant fortement sur l'avant de pied. Et on repose. Nous décollons les pieds et nous reposons. Nous décollons les pieds et nous reposons. En même temps que nous allons décoller les talons, maintenant nous allons greffer un mouvement de bras identique au décollé, en tirant les bras vers l'avant. Décoller les bras et talons et reposer. Décoller, reposer. Décoller, reposer. Très bien. Maintenant, nous allons mettre une autre contrainte. Nous allons essayer de nous mettre debout depuis cette position sans décoller les talons. Nous allons légèrement fléchir le buste vers l'avant pour augmenter le déséquilibre. Utiliser nos bras comme projection pour alléger le poids du corps et nous mettre debout de manière dynamique. Êtes-vous prêts? Debout. Vous conservez cette position et maintenant nous allons freiner lentement en tirant nos fesses vers l'arrière, en freinant le plus lentement possible pour retrouver la position assise, dos plat. Maintenant, dans cette position, nous allons complexifier la tâche en ajoutant une contrainte. Nous allons lever la jambe. Cette fois, nous allons commencer avec la jambe droite tendue et la jambe gauche qui va se fléchir lors de l'extension. Êtes-vous prêts? Nous nous levons debout avec jambes levées tenues et on reste dans cette position. On maintient son équilibre. On essaie de conserver la rectitude de la jambe de terre, c'est-à-dire la jambe droite. Et nous allons maintenant, de cette position, être très vigilants. Nous allons freiner le plus lentement possible sur une jambe, et vous allez voir et ressentir la difficulté, en projetant toujours les fesses vers l'arrière, et reposer calmement les deux pieds au même niveau, ainsi que les genoux serrés. Vous avez senti la difficulté? On va essayer avec l'autre jambe. Attention. Et on se met debout et on lève la jambe opposée. On maintient bien la tête dégagée, le dos plat, et nous allons progressivement rejoindre la position assise en freinant sur une jambe, en retirant les fesses vers l'arrière, puis s'asseoir et relâcher. Comme vous avez pu le constater, cette première série d'exercices, avec un niveau de difficulté moyen, déjà la difficulté d'organiser son propre équilibre et le rythme imposé par ce type d'exercice. Aussi, je vous invite à vous concentrer maintenant pour une deuxième série d'exercices. C'est à vous.
Avec nos bras tirés loin devant, nous allons maintenir cette position, presser très fort les deux pieds ensemble et entamer lentement une descente contrôlée tout en tirant les bras vers l'avant et en tirant les fesses, projetez vos fesses vers l'arrière sans toucher votre siège. Maintenez et vous relevez lentement en abaissant les bras le long de votre corps. Prenez le temps de faire maintenant un demi-tour pour vous retrouver face à votre chaise. Vous allez mettre votre jambe droite, comme Blandine est en train de le faire, sur le siège. De cette position confortable, vérifiez que l'angle de votre jambe droite est légèrement supérieur à 90 degrés et vous décollez votre jambe et vous maintenez cette position. Verrouillez votre jambe de terre, sentez parfaitement la rectitude de cette jambe, ancrez le poids du corps sur cette jambe de terre, maintenez, conservez le grandissement de votre dos, verrouillez le fessier, sentez les muscles engagés et freinez lentement pour reposer le pied à plat. En montant sur la pointe, nous pivotons lentement, puis pressons le talon sur le sol. Passez le bras en avant de la jambe, merci Blandine, et nous allons décoller ce pied en ouvrant la hanche. Essayez de contrôler l'ouverture de hanche et faites attention à la position de votre jambe gauche parfaitement tendue. Dégagez votre tête, pensez bien à votre respiration et contrôlez lentement votre descente. Alors sur cette série d'exercices illustrés par Blandine en vidéo, vous avez pu constater aussi une difficulté supplémentaire puisqu'on est venu greffer un mouvement de souplesse et notamment d'ouverture de la hanche qui était un petit peu plus délicat à réaliser. Aussi, lors de la prochaine vidéo, et juste avant de commencer cette dernière vidéo avec ces exercices spécifiques, je vous invite à faire une petite pause hydratation. Vous pouvez également enlever votre chaise puisque vous n'en aurez plus besoin. Et préparez-vous également à bien respecter les consignes, puisque certains exercices vont supposer une certaine mobilité articulaire, avec des amplitudes assez compliquées pour certains d'entre nous. Donc, soyez vigilants. Pensez à boire, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Vous avez sécurisé l'espace? Alors, on peut y aller. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons conserver les pieds parfaitement joints de la position debout. Nous allons ouvrir vos épaules. Conserver la tête dégagée. Et nous allons essayer de coller nos jambes l'une avec l'autre en pressant très fort partant de la cheville, les genoux. Nous allons engager les fessiers. Et nous allons engager les abdominaux de manière volontaire. Serrez très très fort, ressentez les muscles engagés et relâchez. Maintenant, nous allons tirer sur nos bras tendus le long du corps, chercher l'extension complète, dégager la tête, et nous allons, dans un mouvement ample et lent, penser à commencer à descendre lentement par flexion des genoux pour rejoindre la position accroupie. Nous allons tirer progressivement nos bras vers l'avant pour équilibrer. Nous conservons cette position et nous allons au maximum de notre capacité individuelle de flexion, qu'elle soit au niveau de la cheville, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Ressentez la position, essayez de conserver les pieds parfaitement à plat et nous allons tout doucement nous relever en prenant le chemin inverse de la position pour venir à la position debout. Nous recommençons cet exercice calmement. Contractez les deux jambes l'une sur l'autre, serrez très fort, engagez vos fessiers, verrouillez l'abdomen, contractez les muscles dorsaux et contractez vos bras et maintenez cette position. Gardez une extension parfaite, sentez la contraction du haut du corps, connectez avec vos fessiers, vos abdominaux et vos jambes sont jointes. Serrez vos jambes très fort, gardez l'extension complète des jambes
Et relâchez progressivement, tirez vos bras vers l'avant et contrôlez lentement la descente. Collez bien vos genoux, accompagnez ce mouvement en expirant calmement. Et de cette position, vous allez vous relever lentement, mais cette fois en écartant les bras sur le côté, à l'horizontale, et conserver les épaules basses. Vous allez installer l'ancrage sur vos deux pieds. Sentez-vous équilibré, conservez une vision loin devant, et vous allez décoller lentement la jambe droite par flexion de hanche et du genou, en relâchant totalement votre pied. Et vous allez maintenir cette position en pensant très fort à la position de votre cheville de la jambe gauche, à verrouiller ce genou de la jambe gauche, à verrouiller la fesse de la jambe gauche et à conserver la rectitude au niveau de vos bras sur une seule ligne. Maintenez cette position, ressentez. Lentement et de manière coordonnée, vous allez abaisser vos bras tandis que vous baissez lentement la jambe par mouvement contrôlé et vous expirez calmement. Reprenez une respiration calme. Inspirez, réécartez vos bras sur les côtés. Cherchez à grandir, optimiser le geste. Toujours dans une recherche d'amplitude, sentez-vous épaules basses. Inspirez et levez lentement la jambe gauche par flexion de hanche, puis de genou. Relâchez la cheville. Maintenez cette position. Mobilisez l'énergie pour maintenir cet équilibre. Ressentez parfaitement le travail de la cheville droite. Verrouillez votre genou gauche et maintenez la hanche parfaitement en ligne. Sentez la rectitude de votre dos et maintenant dans un mouvement ample et contrôlé, vous allez abaisser lentement votre jambe ainsi que vos bras pour revenir à la position debout et relâcher calmement. Je pense que vous avez pu éprouver au cours de ces exercices différentes sensations. Prenez le temps, s'il vous plaît, de reprendre le temps de se réhydrater. Reprenez calmement votre respiration de repos. Et puis, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Reprenez le temps de vous asseoir tranquillement. Donc, vous avez pu constater, je pense, individuellement des changements notoires, tels qu'une montée progressive en température corporelle, voire peut-être un début de sudation. Effectivement, il fait très chaud en ce moment. Une accélération de votre rythme cardiaque et de votre rythme respiratoire, bien sûr. Des sensations de chaleur musculaire, voire peut-être pour certains, un début de tétanie. Aussi, afin de mieux comprendre ce que vous venez de vivre et de ressentir, nous allons expliquer la démarche particulière d'initiation au mouvement, en essayant de donner du sens à ce que nous venons de partager. Souvenez-vous de l'importance de la posture pour mieux appréhender le mouvement, les règles d'hygiène alimentaire et d'hydratation qui optimisent sa mise en œuvre, et le pouvoir décisionnel sur la capacité d'agir, d'entreprendre pour initier le mouvement. Alors, comment appréhender la mise en mouvement? Le besoin, peut-être que c'est un besoin fondamental, effectivement. Donc, le mouvement est un besoin fondamental du corps humain. Aussi, pour l'appréhender avec une approche organisée et intelligente, il est important de préparer son corps à l'action en prenant conscience de son état de vitalité, son état d'énergie et son état fonctionnel. Entreprendre une préparation à l'action comme un acte volontaire, déterminé et objectivé, le rendra d'autant plus efficient pour un résultat bénéfique, tant sur le plan de la santé physique que sur le plan de la sphère émotionnelle. Aussi, nous retiendrons 5 qualités physiques à entraîner pour améliorer progressivement la qualité de mouvement et à entretenir régulièrement avec une recherche constante d'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. La qualité de force, avec notamment la force max, la force vitesse et l'endurance de force. La qualité de souplesse, la mobilité articulaire et les capacités d'étirement. La qualité d'équilibre, la partie proprioceptive, ce que vous venez de vivre aussi sur ces derniers exercices.
la qualité d'endurance et la qualité de coordination. Nous proposerons aujourd'hui des exercices simples à réaliser quotidiennement, excusez-moi, pour entraîner les qualités de force et de souplesse en autonomie que nous avons délibérément choisi comme prioritaire le temps de ce webinaire. La qualité de force est primordiale. La période de sédentarisation forcée nous a démontré à tous que sans un entretien quotidien de cette qualité physique, elle se détériorait rapidement et comme incidence une baisse de nos performances relatives, une baisse de notre tonus musculaire initial et une diminution progressive de la masse musculaire. Aussi, pour entraîner progressivement cette qualité physique essentielle, des exercices quotidiens s'imposent. Nous ciblerons en priorité les régions musculaires comme suit avec un travail dit en isométrie. La sangle abdominale et la région lombaire, la ceinture scapulaire et la région dorsale haute, et enfin, bien sûr, les membres inférieurs. Le travail en isométrie implique une contraction volontaire des muscles sollicités, que vous avez éprouvé lors de ces exercices, permet de contrôler la contraction et augmente la force maximale contractile musculaire. Ainsi, on recherche à recruter le plus possible de cellules musculaires, ce que nous appelons en physiologie la sommation temporelle. Le tétanos physiologique, ou état de tétanie, de contraction musculaire optimisée, désigne cet état de contraction soutenu d'un muscle qui résulte de la sommation temporelle de plusieurs contractions très rapprochées et qui fait partie du fonctionnement normal des muscles squelettiques. Alors, comme vous le voyez sur ces vignettes, plusieurs exercices type isométrie. Isométrie, ça suppose que votre muscle ne change pas de longueur. Iso, même, métrie, longueur. Donc, sur la vignette, vous pouvez voir en haut à gauche une position dite de gainage. Donc, vous allez faire un renforcement des muscles abdominaux. Vous pouvez apprécier sur la photo la qualité d'exécution, l'extension complète, que ce soit au niveau des pointes de pied, la contraction des cuisses également, et que les jambes, évidemment, sont parfaitement serrées. Et également la rectitude des bras. Vous engagez de ce fait également la partie tricipitale de votre bras. L'exercice juste en dessous suppose une contraction identique à la première. Vous êtes en position plat-ventre et vous recherchez à relever votre buste avec vos bras autant que vous le permet votre capacité et vos mobilités articulaires au niveau des épaules pour relever les bras à cette hauteur et vous décollez vos jambes. Le troisième exercice, plus simple, permet de libérer les épaules avec une ouverture des coudes vers l'extérieur, avec le front en appui sur le sol. Sur votre droite, une position assise avec étirement des bras vers l'arrière, avec une rectitude parfaite du dos, et bien sûr une contraction volontaire des muscles également, des membres inférieurs. Et enfin, dernière position, donc on va aligner notre dos, tirer nos bras vers l'avant, et adopter une position dite de demi-squat où on va tenir ces positions. Alors, la particularité de ces exercices, bien sûr, c'est qu'ils sont à répéter de manière quotidienne. Les temps de maintien, 20 secondes et plus, et toujours la notion de répéter pour pouvoir justement entraîner avec 5 séries à réaliser. La qualité de souplesse est également primordiale pour enrichir les amplitudes du mouvement. Et vous avez pu le constater tout à l'heure, lors du troisième exercice proposé, que ça a pu poser certains problèmes à certains d'entre vous. Et conjugué à la qualité de force et ses différentes modalités d'expression permet d'améliorer la coordination. Aussi, pour entraîner progressivement cette qualité physique, au même titre que la force, les exercices quotidiens sont nécessaires pour trouver l'amplitude du mouvement. Nous privilégierons donc un travail combiné entre mobilité articulaire, ce que vous avez vu la dernière fois lors du séminaire, justement sur la mobilité et la posture. Donc mobilité articulaire des membres inférieurs et du complexe de la hanche, avec l'étirement des ischio-jambiers et de la région lombaire, pour améliorer notre capacité de mouvement des membres inférieurs, de la simple marche jusqu'à la course.
et finalement un confort pour la mobilité générale. Ces mouvements spécifiques sont accompagnés par une respiration contrôlée, en pleine conscience. Rappelez-vous les exercices sur la cohérence cardiaque que vous avez fait avec Samuel. Et vous devez être en mesure de ressentir les variations d'amplitude et d'apprécier les changements qui s'opèrent lors de l'exécution de ces mouvements. Nous privilégions une exécution lente, adaptée individuellement à nos propres capacités de mobilité articulaire et d'étirement musculaire. Les marges de progression, bien sûr, varient fortement entre chaque individu et sont relatives à l'héritage qu'on appelle le bagage initial myogénétique. La vignette qui suit vous montre un petit peu comment appréhender ces exercices. On appelle ça dans notre métier des combos, c'est-à-dire que nous combinons différentes actions. Donc de la position debout, on cherche à descendre, vous l'avez éprouvé tout à l'heure dans l'exercice sur la 3e vidéo, à contrôler le plus lentement possible la descente pour finir à la position accroupie. Donc là, on va avoir une mobilité articulaire des chevilles qui va être éprouvée, la mobilité articulaire des genoux, la mobilité articulaire des hanches. Donc ces exercices sont des exercices qui permettent de déverrouiller les articulations. Exercice à droite, on part de la position accroupie, une fois que celle-ci est devenue confortable, acceptable, et on va chercher à se dérouler lentement pour atteindre la position dite de fermeture jambe-tronc, mais avec la position debout. Donc la difficulté de cet exercice, bien sûr, c'est qu'il va falloir libérer d'une part la contraction énorme des ischio-jambiers. Pour certains, cet exercice est quasi impossible, mais croyez-moi, avec l'entraînement, tout est possible. Et bien sûr, la capacité d'étirement de votre région lombaire, vous avez pu le voir lors des précédents séminaires, l'importance de cette région, notamment au niveau des possibilités des inflammations et qui sont très invalidantes, notamment pour les gens à forte sédentarité. Exercice quotidien, je le répète, temps de maintien 20 secondes et toujours un nombre de séries à répéter. Et cette fois, les exercices sont à réaliser 10 fois. Alors, si vous permettez, nous allons enchaîner. Donc, pour entraîner les qualités physiques que nous venons de décrire rapidement, il est important de comprendre le rôle des moteurs du mouvement. Le corps humain possède 639 muscles, dont 570 sont considérés comme les muscles striés squelettiques, par opposition aux muscles lisses et au myocarde. Donc, nos muscles sont les éléments actifs du système locomoteur grâce à leur capacité à changer de tonicité et de longueur. Les muscles squelettiques d'un adulte masculin composent 42% de sa masse corporelle, c'est une moyenne, contre 36% pour une femme adulte. Un sujet, donc, l'impédancemétrie, lors des évaluations start-up réalisées par NASEOL, permettent d'identifier votre pourcentage de masse corporelle, notamment au niveau musculaire. Donc, ce qui est très important de distinguer masse maigre et masse grasse. Le rôle de la musculature, excusez-moi, est de 2 ordres. Postural, vous avez pu le voir la semaine dernière avec Alexandre, il assure le maintien de la posture, plus précisément la rééquilibration permanente de celle-ci sur ses appuis, et contribue à notre ancrage. Et l'ordre dynamique, c'est-à-dire que pour le mouvement et le déplacement, avec la mobilisation des segments les uns par rapport aux autres, du corps dans l'espace et par rapport aux appuis. Le jeu musculaire, dans sa globalité, peut se définir selon 3 types de potentialité et de potentiel. Le relâchement, ou la détente-relaxation, qui suppose une baisse relative du tonus de fond en dessous de son niveau habituel. L'étirement, qui correspond à un allongement du muscle et qui suppose une force extérieure opposée à son action propre, ainsi qu'une relative détente du muscle lui-même. Et la contraction, qui équivaut à une augmentation de tonus vers un tonus d'action, selon plusieurs modalités. On parle de contraction isotonique, concentrique avec raccourcissement de la longueur du muscle, isométrique, on n'observe aucun changement de longueur, et isotonique excentrique,
avec allongement de la longueur du muscle. Le muscle ne travaille jamais seul, mais on parle d'un travail en synergie. Alors, il travaille bien sûr avec ses agonistes de même champ d'action, avec ses antagonistes pour réguler et équilibrer la force et la vitesse du mouvement, grâce notamment au réflexe myotatique, avec les muscles de la même chaîne pour un même mouvement global. Un muscle ne s'enclenche jamais seul pour réaliser un mouvement. On parle alors des coordinations intra- et intermusculaires, ce qu'on appelle aussi les schèmes de mouvement. Le muscle travaille toujours contre un minimum de résistance, soit avec le poids du segment déplacé ou d'un objet, une éventuelle force extérieure opposée ou la tension des antagonistes. Donc en fait, le mouvement, si vous voulez, il résulte d'un équilibre permanent entre contraction, étirement, relâchement, résistance d'un ensemble de muscles pour devenir efficient, supposant bien sûr la stabilisation de certains segments qui servent de point d'appui au déplacement d'autres segments, d'où l'importance de la posture. Rappelez-vous la phrase phare d'Alexandre la semaine dernière, la statique préfigure la dynamique. Notez que le mouvement s'inscrit également dans une durée des niveaux d'intensité et suppose donc une régulation des dépenses énergétiques régulées selon 3 filières. Donc sachez qu'il y a 3 filières principales qui régissent le métabolisme énergétique du corps humain. Mais ça ne sera pas l'objet de ce webinaire puisque ces filières sont extrêmement complexes. Ça sera peut-être l'occasion de les développer avec un webinaire associé avec la partie ADN, donc la partie nutrition, pour la partie énergétique, carburant, dépenses, que vous compreniez mieux l'importance de bien se nourrir, de bien s'hydrater pour pouvoir faire une activité physique cohérente. Pour conclure, la situation de confinement nous a clairement démontré que nous ne sommes pas adaptés à un mode de vie sédentaire. Aussi, rappelons pour conclure ce propos, sur la nécessité du mouvement, les bienfaits d'une activité physique régulière sur la santé et le bien vieillir. Tout d'abord, l'activité physique renforce l'immunité, sauf si elle excède nos capacités, alors, à l'inverse, elle devient pro-inflammatoire. L'exercice musculaire remobilise tous les muscles nécessaires à notre homéostasie. L'exercice physique prévient le diabète en facilitant l'entrée du glucose dans la cellule, la partie métabolique. Et d'un point de vue psychologique, l'activité physique volontaire est une source de bien-être psychologique essentielle, contribue à l'équilibre émotionnel et mental et s'inscrit définitivement comme fondamentale pour mieux vivre. Je vous rappelle à ce sujet que le prochain webinaire sera animé par Samuel, notre expert du pilier EME, qui aura pour thème « Travailler sur ses forces pour développer son pouvoir d'agir et sa capacité d'adaptation ». J'attends vos questions, auxquelles j'essaierai de répondre de manière la plus pertinente possible. Et merci d'avoir assisté à ce webinaire sur le mouvement. Ce n'est pas obligatoire, Emma. C'est une question très intéressante sur la notion de courbature. Les courbatures, elles apparaissent en général 48 heures ou 72 heures après une activité physique forcée, poussée, ou sur des groupes musculaires qui ont été longtemps oubliés dans un travail quotidien. D'où mon propos sur l'aspect de la régularité de l'entraînement. Si vous reprenez un effort trop intense au regard d'une période longue d'arrêt, voire d'abstinence de sport, vous êtes obligatoirement sujet à des courbatures. Ces courbatures, comme vous le savez, ce sont des micro-lésions au niveau musculaire. Donc, effectivement, si vous avez fait une séance avec une intensité élevée, vous allez être sujet à courbatures, mais ces courbatures disparaissent bien sûr comme elles sont apparues, même si certaines courbatures sont plus longues à faire passer, notamment
au niveau des muscles abdominaux. C'est une très bonne question, Alexandre. La difficulté de l'entraînement en autonomie suppose la connaissance parfaite de son corps. Aussi, c'est mon métier de vous dire ça, vous faire accompagner, c'est toujours mieux que de pratiquer seul, sauf si vous avez déjà une belle expérience personnelle par une pratique affirmée d'une activité sportive sur laquelle vous avez un schéma corporel et un schéma moteur parfaitement établi. Aussi, je vous demanderai de prendre contact, si vous n'êtes pas sûr de la démarche, de prendre contact avec un coach dont c'est le métier et qui répondra pleinement au fait de bien vous placer lorsque vous faites vos exercices. Ce qu'on appelle un 3 en 1 dans notre jargon professionnel. Alors, c'est très, très intéressant parce qu'il y a plusieurs espaces dans cette question et plusieurs champs. Combien de temps après l'effort? Il faut tout simplement tenir compte de votre temps de récupération et la mise, on va dire, l'état de tonus musculaire de repos de votre muscle pour vous étirer. Si vous avez fait un effort de 4 heures, d'une intensité incroyable, étirez-vous le lendemain. C'est une caricature, mais ça correspondrait à ça en termes de repos physiologique. Donc l'idéal, c'est de vous reposer, de reposer le muscle qui a travaillé et ensuite d'étirer. C'est-à-dire que ça dépend de l'intensité et non pas de la durée. C'est surtout l'intensité qu'il va falloir privilégier, c'est par rapport au combien de temps. Combien de temps, tout dépend de ce que vous recherchez. Si c'est un étirement de confort, vous allez chercher jusqu'à 1 minute, 2 minutes d'étirement maximum. Vous ciblez bien les groupes musculaires, bien sûr, à étirer en fonction de l'effort que vous avez fait. Vous avez fait un travail sur le haut du corps, vous étirez les jambes, je ne vois pas trop le sens à donner. Donc, je pense que j'ai répondu, est-ce proportionnel à la durée de l'effort? On ne peut pas parler de proportionnalité, on peut parler justement d'intensité. D'accord? Si un étirement devait correspondre, par exemple, un marathonien qui a fait un effort pendant plus de 2 heures devait s'étirer d'autant, il faut simplement qu'il récupère déjà de cet effort très, très élevé et qu'il puisse prendre le temps ensuite de faire des étirements successifs, mais non pas sur le même temps. C'est pas efficace. Voilà, Nathalie, pour votre question. Bien sûr, c'est la complémentarité des activités. Alors, c'est très intéressant de faire ce travail combiné. Donc, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure dans mon propos. Essayer de rechercher en permanence cette fameuse homéostasie entre toutes les différentes qualités physiques. Il faut bien comprendre que tout le travail de l'activité physique, ce n'est pas ciblé que sur une activité. Donc, du travail d'exercice de force, si vous faites par exemple un travail spécifique sur la force max, vous allez constater que vous avez augmenté également votre qualité d'endurance et notamment la capacité en VO2 max. Donc, ce qui est très intéressant, c'est la complémentarité. Emma me pose cette question. Je peux préconiser la course à pied à condition que vous soyez en état de courir. Je ne vous connais pas, Emma. Donc, la course à pied, elle dépend de la connaissance parfaite que vous pouvez avoir de vous-même, de vos propres limites. Alors, encore une fois, je suis très vigilant par rapport à ces activités qui sont en toute liberté. On a tous une connaissance de notre corps qui dépend en fait de notre niveau d'entraînement et de notre propre niveau de préparation physique. Donc, la course à pied, bien sûr, c'est une activité plus qu'intéressante. Tout dépend du temps que vous courez, la distance que vous parcourez, les terrains sur lesquels vous évoluez, le degré d'inclinaison, les dénivelés que vous allez avoir. Si vous faites de la course à pied de manière quotidienne, régulière, en entretenant un petit 10 km, pourquoi pas, c'est une activité intéressante. Faites juste attention aux micro-traumatismes dus aux impacts, aux impactions sous la voûte plantaire et de bien vous équiper, notamment au niveau des chaussures. Alors ici, je vais vous répondre très franchement, tout dépend de l'intensité. Encore une fois, l'efficacité d'une activité sportive, elle dépend de son recrutement au niveau musculaire. L'intensité de certains sports, des sports d'explosivité pure, vous ne pouvez pas faire une séance
longues, parce que je parle actives. Les temps de récupération sont d'autant plus longs que l'effort doit être récupéré. Alors, quelque chose dans une notion d'une fourchette, si vous arrivez à équilibrer d'une manière régulière, on parle de 1-3-5, un lundi, mercredi, vendredi sur une semaine traditionnelle, si vous réussissez à faire 30 minutes de sport à intensité moyenne, ça sera efficace. Par contre, la séance d'une heure dans le vide, elle n'a pas trop d'effets sympathiques. On va dire l'effet que vous attendez. Alors, il faut bien, c'est très sympa cette question, Véronique. Je ne sais pas s'il y a des sportifs de nature. Déjà, je pense qu'on a été éduqués par rapport à nos parents à pratiquer une activité sportive. Et effectivement, on a été à un moment donné impacté par des choix. Et si on a fait de la compétition, comme moi personnellement, j'ai pratiqué la gymnastique longtemps, et ça reste, ça laisse une trace mnésique forte et c'est presque un besoin. Alors, faut vous remettre tout doucement à prendre du plaisir à vous mettre en mouvement, tout simplement. Alors, l'activité physique, bon, qu'elle devienne une activité qui prenne un espace émotionnel fort, limite envahissant, voire addictif, on n'en est pas là. Il faut juste que vous ayez compris pourquoi il faut faire une activité. Alors, prenez le temps de faire des séances de 10-15 minutes, tout doucement, à votre rythme, et d'augmenter progressivement, comme j'ai répondu précédemment, jusqu'à des 30 minutes de séance. Et puis, faites ça de manière systématique, un jour de sport, une journée de repos, un jour de sport, comme ça, alterner. Gardez le week-end comme un espace justement de récupération par rapport au travail et par rapport à l'activité en général. Alors, vous savez que la difficulté aujourd'hui, c'est de sortir. Alors, il y a un petit peu des craintes de croiser, de se côtoyer aujourd'hui par rapport à la situation sanitaire, et je le comprends bien. Donc, vous faites simplement du travail sur la position statique et vous exécutez des mouvements répétitifs sur notamment les membres inférieurs. Et on peut faire effectivement du cardio. Alors, il y a d'autres activités qui sont spécialisées dans le cardio. Le step, donc vous franchissez une marche, simplement un mouvement répétitif sur lequel vous augmentez la fréquence gestuelle, c'est-à-dire la capacité à emmagasiner une accélération du rythme cardiaque. Et puis là, c'est des séances. Donc, vous allez chercher une séance qui va autour des 50 minutes pour avoir cette efficacité et rentrer dans la filière aérobie. Voilà. Donc ça remplace la course et le vélo. Alors, c'est beaucoup plus fort parce que c'est un effort plus intense, plus élevé. La course, vous allez la réguler. Si vous suivez un rythme, un tempo, c'est un peu plus difficile. Alors, les crunchs, personnellement, je suis un fan de l'isométrie et fort de mon expérience qui aujourd'hui est devenue, j'espère, une expertise, même si dans le monde du sport et notamment en préparation physique, on découvre tous les jours des choses, je vous déconseille fortement les crunchs. Tout simplement pour les postures et la question qui m'était posée tout à l'heure, je crois, par Alexandre. Il faut absolument respecter les courbures anatomiques, vous l'avez vu la semaine dernière, et il faut être très, très vigilante sur les cisaillements de votre colonne vertébrale et l'impact que ça a sur les disques intervertébraux. Donc, les crunchs sont des mouvements un petit peu contraignants à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire ces effets de cisaillement répétés en contraction relâchée, avec raccourcissement. On va travailler plus les muscles superficiels que lorsqu'on recherche à travailler en priorité, quand même, ce sont les muscles posturaux, donc les muscles profonds. Donc, ce qui m'intéresse dans le travail isométrique, et notamment la notion de gainage, c'est qu'on peut difficilement se tromper de position, qui rejoint aussi la question qui a précédemment posée Alexandre. Très bonne question d'Olivier. Alors, la récupération, elle va dépendre en fait d'un niveau d'entraînement. Plus votre corps va être entraîné, plus votre récupération va être facilitée. Et puis, il y a aussi un facteur qui n'est pas négligeable, c'est effectivement l'âge. On récupère moins vite d'un effort musculaire très, très important, notamment sur la force musculaire.
plus on avance dans l'âge. Mais ça revient toujours à la même chose. Une activité physique régulière va entretenir ce niveau de récupération. Il y a corrélation entre la volumétrie d'entraînement et sa régularité et sa capacité de récupération. Et la notion de durée est très intéressante parce qu'elle permet aussi, dans le travail, un nettoyage de l'organisme et une récupération beaucoup plus rapide. Voilà pour les parties un petit peu physiologiques qui sont liées à cette question. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, Véronique, c'est votre question. Ce qui compte, c'est pas boire aussi souvent, c'est par rapport à ce que l'on vient de faire comme effort. Tout simplement, il va falloir récupérer par rapport à l'espace de sudation. Il faut récompenser et remettre en route le système justement d'absorption de cette eau. Et que l'eau, elle est vitale, et notamment pour la partie cellulaire. Donc, c'est pas boire aussi souvent, c'est la quantité en fait qui compte. Et je pense que notre expert ADN vous l'a très bien expliqué. Il y a de ça 3 webinaires en arrière sur la notion d'hydratation. Et bien sûr, encore une fois, c'est de l'eau. Alors certains sujets, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'on est tous uniques par rapport à ça, n'ont pas une sensation de soif. Malheureusement, quand on a soif, c'est trop tard. Donc pensez à faire fonctionner. L'eau est un bon nettoyant pour l'organisme et on n'abuse jamais de l'eau. D'accord? Donc n'hésitez pas à boire de l'eau de manière régulière. Emma, comme j'ai spécifié, ça dépend de votre niveau d'entraînement. Si vous êtes addict des salles d'entraînement, il faut juste comprendre, c'est qu'il y a des règles sur l'entraînement. Si vous êtes amené à faire un travail spécifique sur des groupes musculaires ciblés, par exemple sur le haut du corps, laissez du temps à ces groupes musculaires qui ont travaillé, un jour de repos, pour travailler, pourquoi pas, les groupes musculaires des membres inférieurs. Ce qu'il faut, c'est répartir la charge de travail de manière intelligente, planifiée, de telle manière à ce que votre corps ait toujours un espace de récupération, notamment au niveau des sollicitations sur la partie force. C'est une très bonne question, Lucille. Alors ça, c'est une question du domaine un petit peu personnel, d'accord? Vous pouvez m'envoyer éventuellement par le biais des mains vos questions sur une planification. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je vais juste vous répondre d'une manière un petit peu globale, mais ça ne sera pas pertinent. Donc, on va mettre un peu de pertinence sur ma réponse. Je vais essayer. Encore une fois, ça dépend de ce que vous recherchez. Alors, vous me parlez d'une progression. Si on parle d'une progression, ça dépend sur quelle qualité physique vous travaillez. Donc, le nombre de séances, en fait, va être déterminé par rapport à la recherche que vous avez personnelle de progression et sur quoi vous voulez travailler. Donc, si vous voulez travailler sur la force musculaire, il va falloir effectivement travailler de manière systématique, quotidienne et avec une planification très précise. Voilà, donc la progression va dépendre d'un accompagnement. Il faut que vous ayez une méthode au départ et puis après suivre cette progression de manière très ciblée. Voilà, Lucie. Mais n'hésitez pas, je pourrais vous répondre si vous souhaitez plus de précision sur comment vous faire un programme de préparation physique. Merci à tous. Vous me faites vivre mon métier pendant ce webinaire. C'est très agréable. Je vous remercie pour ce temps d'échange qui, j'espère, aura été aussi agréable pour vous que pour moi-même. Alors, dernier petit clin d'œil, engageons-nous aussi des gestes barrières face à la sédentarisation et à l'immobilisme. Remettez-nous en mouvement autrement.